Le Real Madrid a vendu Gonzalo Garcia à Fulham en Premier League. Le montant 40 millions d'euros. Plus des variables. Pour 70% de ses droits. Et dès que la nouvelle est tombée, 3 questions se sont posées. Et je vais y répondre. Une par une. La première. Est-ce que Gonzalo Garcia vaut vraiment ça? Parce que beaucoup ont dit que c'est une folie. Que c'est beaucoup trop cher. Comment payer ça pour un gamin qui au Real était remplaçant et jouait les 10 dernières minutes? La deuxième. Pourquoi Fulham? Parmi tous les clubs du monde. Pourquoi eux font ce pari sur lui? Et la troisième. Celle qui a enflammé les réseaux. Pourquoi certains disent qu'il y a un motif caché derrière ce transfert? Une magouille entre bureaux. Une raison secrète pour laquelle le club anglais paye autant pour Gonzalo. Je vais tout te raconter. Bienvenue dans les histoires de Venon. Pour comprendre s'il y a quelque chose de louche ou pas dans cette opération, il faut d'abord savoir qui est Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia est né à Madrid le 24 mars 2004. Et son histoire a un détail très peu connu. Petit, il a vécu 2 ans en Argentine. Il est revenu en Espagne. Il est passé par des écoles et des clubs modestes de la région de Madrid. Et à 10 ans il est entré à la Contra du Real Madrid. Son chemin n'a rien eu de facile. Il a même eu une période hors du club blanc. À la Contra de Majorque en tant que cadet. Avant de revenir à Valdebeba pour ne plus jamais en partir. Ensuite il a brûlé les catégories une par une. Jusqu'à arriver au Castilla. Et là il a explosé d'une façon incroyable. Saison 24-25. 25 buts. Le record de buts de toute la Primera FEF. Il a égalé la meilleure marque d'un Pichichi du Castilla au XXIe siècle. Avec ces chiffres, la porte de l'équipe première s'est entr'ouverte. Il avait déjà fait ses débuts timidement. Il avait marqué son premier but officiel en prolongation d'un match de coupe contre le Ghané. Mais il restait le gamin du filial. Jusqu'au moment qui a changé sa vie. Été 2025. La Coupe du monde des clubs aux États-Unis. Le grand tournoi de la FIFA avec les meilleurs clubs de la planète. Et là 2 choses se sont réunies. Une blessure de Hendrick. Et surtout une gastro-entérite aiguë qui a mis Kylian Mbappé KO au début du tournoi. Xavi Alonso. Le nouvel entraîneur. Regarde le banc. Et fait confiance au Cantrano. Et Gonzalo ne s'est pas contenté d'en profiter. Il a défoncé la porte. Dès ses débuts contre Al Hilal. Il marque le premier but de l'histoire du Real Madrid dans ce tournoi. Et il est élu homme du match. Ensuite passe décisive contre Pachuca. But contre Salzbourg. Et en 8e. Il gagne le match tout seul contre la Juventus. Avec une tête magnifique sur centre de Trent Alexander-Arnold. En quart. Il recommence contre Dortmund. 4 buts. Une passe décisive. Et voici la stat qui le couronne. Le Real tombe en demi contre le PSG. Mais Gonzalo finit le tournoi soulier d'or. Gonzalo est retourné sur le banc. Peu de minutes. Toujours en joker. Il a marqué son premier but en Liga en janvier. Il a même fait un triplé sur un match. Et il a fini la saison avec 8 buts et 3 passes décisives en un peu plus de 900 minutes. De très bons chiffres pour le temps qu'il a eu. Mais il ne s'est jamais, pas une seule fois, imposé comme titulaire. Et avec si peu de minutes. Évidemment, il est aussi passé à côté de la liste de l'Espagne pour le mondial. Et maintenant répondons à la première de nos questions. Est-ce que Gonzalo vaut ses 40 millions? Toi tu en penses quoi? Dis-le en commentaire. Mais pense au marché d'aujourd'hui. Tu te souviens de Yann Diomandé, l'ailier ivoirien de Leipzig que le Real Madrid semble vouloir recruter. Gonzalo a 3 ou 4 ans de plus. Mais il a mis 8 buts en un peu plus de 900 minutes. Sans continuité. Et sans que personne ne parie vraiment sur lui. De l'autre côté, Diomandé a joué plus de 2400 minutes. Et a mis 12 buts et 8 passes décisives. Il n'y a aucun doute. Gonzalo est un melon à ouvrir. Personne ne sait comment il rendra avec de la continuité. Mais ces chiffres, à mon avis, ne sont pas si mauvais. Donc la première question a déjà sa réponse. Passons à la deuxième. Pourquoi Fulham le recrute? Pourquoi ils prennent le risque avec un joueur qui a toujours été remplaçant? Et pour ça il faut parler de l'homme qui veut l'emmener à Londres. Parce que l'entraîneur de Fulham qui s'est battu pour Gonzalo, c'est Alvaro Arbeloa. Oui, l'ancien latéral du Real Madrid. Champion du monde avec l'Espagne. Champion d'Europe. Double vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real.
Une légende blanche. Mais ce qui compte ici, ce n'est pas Arbeloa le joueur. C'est Arbeloa l'entraîneur. Parce que quand il a raccroché les crampons en 2020, il est revenu au Real Madrid et a entraîné Alcántara. Et fait attention au parcours. Parce qu'il est clé. Il a dirigé les infantiles, les cadets, et depuis 2022 le juvénile du Real. C'est-à-dire qu'Arbeloa a été littéralement l'entraîneur de Gonzalo Garcia dans les catégories inférieures. Il l'a toujours eu sous ses ordres. Il l'a formé. Puis en mai 2025, il a pris le Castilla, le filial, où il l'a retrouvé. Et en janvier 2026, après le départ de Xavi Alonso, il a pris l'équipe première du Real Madrid par intérim pendant une demi-saison, où il a encore eu Gonzalo. Donc il n'y a aucun mystère sur pourquoi Arbeloa veut Gonzalo. C'est probablement l'entraîneur qui le connaît le mieux au monde. Il l'a dirigé enfant, en juvénile, au filial et en équipe première. Il sait exactement ce qu'il donne, ce qu'il peut devenir, et comment tirer le meilleur de lui. Et maintenant la question c'est, comment Arbeloa a atterri à Fulham? Avec un effet domino de film. Que s'est-il passé cet été? Arbeloa quitte le Real après un intérim assez compliqué avec de mauvais résultats. Le Real recrute José Mourinho comme entraîneur. Et pour lui faire de la place, l'entraîneur de Fulham à ce moment-là, le Portugais Marco Silva, part à Benfica. Ce siège libre sur le banc de Fulham est pris par Arbeloa, qui signe pour 3 saisons jusqu'en 2029. Et dès qu'il est arrivé sur le banc, Arbeloa a fait sa liste de souhaits. Et tout en haut il a mis Gonzalo Garcia, pour en faire le 9 titulaire de son projet. Mais pas que lui. Il a aussi pris un autre cantrano du Real, le milieu offensif César Palacio, pour environ 10 millions. C'est-à-dire qu'Arbeloa est en train de construire son Fulham avec des joueurs de la maison qu'il connaît parfaitement. Mais alors on doit se poser une autre question. Si Gonzalo est si bon, si Arbeloa le veut titulaire à Fulham, pourquoi au Real il ne le faisait quasiment pas jouer? La réponse la plus logique a à voir avec une réalité du Real Madrid qui n'est un secret pour personne. Dans un club comme ça, il y a des hiérarchies qu'un entraîneur ne décide pas totalement. Il y a des footballeurs qui doivent jouer. Mais attention. Jusqu'ici on a raconté une partie. On a raconté qui est Gonzalo. S'il vaut 40 millions. Pourquoi Arbeloa et Fulham le veulent? Mais il nous manque de parler de quelque chose qui est devenu viral ces dernières heures. Il y a des médias qui insinuent qu'il y a des intérêts cachés, au-delà du sportif, pour lesquels Fulham paye un prix, selon eux démesuré, pour un remplaçant du Real Madrid. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Mais d'abord abonne-toi au canal. Parce que plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Et laisse un like au passage. Maintenant oui. Je te raconte. Quand on a commencé à parler du transfert sur les réseaux, une théorie a commencé à circuler. Une explication alternative sur pourquoi Fulham paye 40 millions pour Gonzalo, qui en quelques heures s'est répandue partout. Et on va la raconter entière. Telle que ceux qui la défendent la racontent. Parce qu'il faut bien la comprendre d'abord. Tout commence avec le propriétaire de Fulham, Shahid Khan. Khan n'est pas seulement le propriétaire du club anglais. Il est aussi le propriétaire d'une franchise NFL, la Ligue de football américain. Et l'équipe s'appelle les Jacksonville Jaguars. Et en ce moment il est en pleine rénovation monumentale du stade de cette équipe. Un projet de 1,4 milliard de dollars. Et de l'autre côté il y a Florentino Pérez. Et ici la théorie amène un détail clé. Florentino n'est pas seulement le président du Real Madrid. Il est le patron d'ACS, un des plus grands groupes de construction au monde. Et ACS possède une gigantesque entreprise de construction américaine, Turner, spécialisée, entre autres, dans la construction de stades NFL. En plus, ces derniers temps le Bernabéu a commencé à accueillir des matchs NFL, avec Florentino en hôte, en train de resserrer les liens avec le monde du football américain. Tu vois où on veut en venir. La théorie relie ces points et dessine une image. Florentino avec sa boîte de BTP veut entrer dans le business des stades NFL. Et Khan a un stade NFL à rénover pour 1,4 milliard. Selon cette théorie, Gonzalo ne vaut pas 40 millions. C'est un remplaçant qui devrait coûter beaucoup moins. Et Fulham le surpaie exprès. Dans quel but? Pour injecter de l'argent au Real Madrid et aider à assainir les comptes de Florentino. Et en échange de quoi?
pour que Florentino donne à Cannes un traitement de faveur avec sa boîte Turner pour les travaux du stade des Jaguars. Un échange de bons procédés entre deux milliardaires. Toi tu me gonfles la vente d'un Cantrano. Et moi je te donne un avantage lié au stade. C'est-à-dire un pacte de bureau. Voilà la théorie. Racontée telle qu'on la raconte. Et il faut reconnaître une chose. Ça sonne bien. Ça colle plutôt bien. Ça a tous les ingrédients d'une bonne intrigue d'argent et de pouvoir. C'est pour ça que ça a été partagé des milliers de fois. Et que beaucoup de gens la prennent pour argent comptant. Mais une chose est qu'une théorie colle bien. Et une autre très différente est qu'elle soit vraie. Et pour savoir combien il y a de vrai dans tout ça, ça ne sert à rien d'y croire bêtement ni de s'en moquer. Il faut passer les pièces une par une. Et voir lesquelles tiennent et lesquelles non. Ce gamin est devenu l'un des hommes les plus riches de la planète. Et comment il a fait? Avec quelque chose de tellement peu glamour que ça fait presque rire. En fabriquant des pare-chocs de voitures. Cannes, en tant qu'ingénieur, a conçu un pare-choc en une seule pièce pour les PQPS qui a révolutionné l'industrie. En 1978, il a monté sa propre entreprise. Bumper Works. Et en 1980, il a fait le coup de maître de sa vie. Il a racheté à son propre patron la boîte dans laquelle il travaillait, qui s'appelait Flex & Get. À partir de là, il a transformé Flex & Get en un empire mondial de composants automobiles. Aujourd'hui, il a des dizaines d'usines réparties partout sur la planète. Plus de 27 000 employés. Et un chiffre d'affaires d'environ 9 à 10 milliards d'euros par an. Il fournit General Motors, Ford, Toyota. Sa fortune personnelle est estimée, selon les classements, entre 10 et 15 milliards de dollars. C'est l'Américain d'origine pakistanaise le plus riche du monde. Et le magazine Forbes l'a mis en couverture comme le visage du rêve américain. Avec cette fortune démesurée, Cannes s'est mis au sport. Sa passion. En 2011, il a acheté les Jacksonville Jaguars de la NFL pour environ 770 millions. En devenant le premier propriétaire d'une minorité ethnique dans l'histoire de cette ligue. Et en 2013, il a traversé l'Atlantique et a acheté un club de football à Londres. Fulham. Le plus vieux club de la capitale anglaise. Il l'a acheté à une vieille connaissance des magazines People. Mohamed Al-Fayed. Le propriétaire des magasins à Rhodes. Et il l'a payé environ 200 millions. Plus tard. Avec son fils Tony. Il s'est même lancé dans le business du catch. En fondant une compétition qui veut concurrencer la WWE. Et voici la clé pour comprendre le transfert. Ça a à voir avec quel type de dirigeant est Cannes. Cannes a pris Craven Cottage. Le stade de Fulham. Un des plus vieux et des plus charmants d'Angleterre. Collé à la Tamise. Et il a décidé d'en faire une machine à générer de l'argent. Il a construit une nouvelle tribune. La Riverside. Un truc de luxe absolu. Des appartements. 2 restaurants étoilés Michelin. Et même une piscine chauffée sur le toit avec vue sur la Tamise et sur le skyline de Londres. Il a fait une tribune où l'abonnement coûte 3000 livres par saison. Alors que dans le reste du stade il y a des abonnements à moins de 500. Et les propres supporters de Fulham ont protesté avec des cartons jaunes à cause de ces hausses de prix. Cannes a réussi à transformer un club de quartier en un produit premium. Voilà de qui on parle. Un self-made man qui brasse des milliards par an. Et qui voit le sport à la fois comme une passion et comme un business de luxe. Et il faut comprendre quel type de club est Fulham entre ses mains pour que le transfert de Gonzalo ait du sens. Parce que ce n'est pas un caprice isolé. Regarde. Fulham sous Shahid Khan est un club qui a vécu dans l'ascenseur pendant des années. Monté en premier. Descente en championship. Remonté en premier. Ce qu'on appelle un club yo. Qui n'arrive jamais à s'installer durablement dans l'élite. Chaque fois qu'il montait, Cannes devait renforcer l'équipe pour ne pas redescendre. Chaque fois qu'il descendait, il perdait une fortune. Parce qu'en Angleterre, être en Premier League, ça veut dire se partager un gâteau de droits TV 10 fois plus gros que celui de la 2e division. Donc pour un club comme ça, dépenser 40 millions sur un jeune attaquant avec une valeur de revente. Ce n'est pas une folie. C'est la stratégie d'un propriétaire qui veut une bonne fois arrêter de monter et descendre. Et se consolider là-haut. Là où est le vrai argent. Cannes met de l'argent dans Fulham depuis plus de 10 ans avec cette idée. La tribune de luxe. Les transferts chers. Tout pointe vers la même chose.
Transformer un club de quartier de Londres en un habitué de la Premier qui génère des revenus chaque saison. Gonzalo Garcia est une pièce de plus dans ce plan. Et ici il faut s'arrêter sur un détail que la théorie elle-même utilise et qui est vrai. Qui décide vraiment des transferts à Fulham? Il se trouve que Shahid met l'argent. Mais à la tête du sportif c'est son fils. Tony Khan. Vice-président et directeur des opérations football du club depuis 2017. C'est lui qui supervise l'identification, le recrutement et la signature des joueurs. Et voici la nuance qui compte. Tony Khan ne recrute pas au doigt mouillé. Ni par coup de cœur. Il a monté à Fulham un département de statistiques et d'analyse de données. Une approche type Moneyball. Recruté avec des chiffres. Des algorithmes et du rendement. Un type d'ailleurs assez particulier. Parce qu'il est aussi propriétaire d'une entreprise de catch américaine comme je te le disais. Mais ce qui nous intéresse vraiment c'est ça. Les transferts de Fulham sont décidés par un directeur sportif obsédé par les datas. Et qui rend des comptes à son père. C'est une affaire familiale. La théorie. Rappelons-la. Dit ceci. Fulham surpaie Gonzalo pour injecter de l'argent au Real et assainir les comptes de Florentino. Et en échange le Real lui refourgue Turner pour les travaux du stade des Jaguars. C'est-à-dire un échange joueur contre brique. Voyons quelle partie on peut vérifier. Et quelle partie c'est du vent. Ce qui est VRAI. Il faut le dire. Il est vrai que Turner, la boîte de BTP propriété d'ACS de Florentino, est une des plus grandes constructrices de stades NFL aux États-Unis. Ils ont construit le SoFi, le Levi S, le stade des Eagles. Ils ont travaillé avec 18 équipes de la Ligue. Il est vrai que le Bernabéu, avec Florentino comme hôte, a accueilli des matchs NFL. Et il est vrai que Shahid Khan, propriétaire de Fulham, a une équipe NFL, les Jaguars, et qu'il est en train de rénover son stade pour 1,4 milliard de dollars. Tout ça c'est vrai. Maintenant, la théorie affirme que la boîte de Florentino, Turner, est celle qui exécute les travaux du stade des Jaguars. Elle la présente comme le lien, comme la preuve que les deux hommes sont connectés. Eh bien ça, il n'y a pas besoin d'y croire ou de le nier. Ça se vérifie. Parce que les travaux de ce stade ont déjà commencé et ils sont publics. Et qui est le construction manager du projet? Un consortium de 2 entreprises américaines. Icom Int et Barton Malow. Choisi par la NFL elle-même par vote. Et annoncé par les 2 entreprises dans leurs communiqués officiels. Repris dans les permis de construire de la mairie de Jacksonville. Et dans la presse spécialisée du BTP. C'est-à-dire que Turner, la boîte de Florentino, n'est pas sur ce projet. Elle n'apparaît nulle part. Et il faut expliquer pourquoi c'est facile de se tromper ici. Parce que l'erreur peut avoir son explication. Turner construit effectivement énormément de stades. Comme je te le disais, c'est une des plus grosses dans ça. En ce moment même par exemple. Ils construisent celui des Browns et celui des Titans. Mais celui des Jaguars. Celui de Cannes. Justement non. C'est-à-dire que justement dans le seul stade où la théorie a besoin que Turner soit présente pour avoir du sens. Elle n'y est pas. La pièce centrale du puzzle. Le paiement de faveur. N'existe tout simplement pas. Et si cette pièce n'existe pas, tout ce qu'on construit dessus, je dirais que ça s'écroule. Et il y a d'autres données vérifiables qu'il convient d'avoir sur la table avant de donner son avis. 1. La fortune de Khan vient de l'automobile. De la fabrication de pièces auto. Pas de la construction. Donc ce n'est pas un homme qui dépend de ce qu'ACS lui donne comme travail. 2. Le Real Madrid vient de présenter des comptes records. Plus de 1 milliard d'euros de revenus. Avec bénéfices et avec de la trésorerie. Donc l'idée d'un club asphyxié qu'il faut sauver avec une vente gonflée ne colle pas avec ces chiffres. 3. Le Real et la NFL de Cannes font déjà business au grand jour. Le match au Bernabéu a rapporté au club environ 80 millions. De façon publique et légale. Sans besoin de cacher quoi que ce soit derrière un transfert. Et il y a une 4e donnée assez curieuse. Le plus gros chantier que Cannes a fait dans son club de foot. La nouvelle tribune Riverside de Fulham. N'a pas non plus été construite par Turner ni par ACS. C'est un autre endroit où s'il y avait un pacte de briques entre Cannes et Florentino, il serait logique que l'entreprise du Madrilène apparaisse. Eh bien elle n'apparaît pas non plus. Parce qu'en plus il y a une explication beaucoup plus simple qui n'a besoin d'aucun pacte secret. Pour un homme qui facture 9 milliards par an,
Et qui a dépensé 770 millions dans une équipe de football américain. Payé 40 millions pour un jeune attaquant soulier d'or d'une Coupe du Monde des clubs. Demandé par son propre entraîneur. Et qui en plus a une énorme marge de revente parce que c'est un gamin très jeune. Eh bien ça n'a rien d'étrange. C'est un achat des plus normaux dans le football d'aujourd'hui. Le rasoir d'Occam. Cette idée que l'explication la plus simple est souvent la bonne. Nous pointe ici vers quelque chose d'ennuyeux. Un club riche avec de l'argent. Qui voit une opportunité. Et une demande de son entraîneur. Et qui décide de l'exécuter. Cela dit, tout ça c'est avec ce qu'on sait aujourd'hui. Avec l'information publique qu'on a aujourd'hui. Si demain apparaissait un document, un contrat, ou une connexion qui n'est pas sur la table aujourd'hui, eh bien je pourrais changer d'avis et te faire une nouvelle vidéo pour t'expliquer la nouvelle situation.